Bien, bonjour à ceux qui sont physiquement présents et bonjour à ceux qui sont probablement en audioconférence ou en visioconférence. Ce matin, je suis entouré des membres de la mission de la Commission des lois qui ont eu à travailler pendant ces dernières semaines sur les conditions dans lesquelles la distribution de la propagande électorale a eu lieu à l'occasion des élections départementales et régionales. Je voudrais vous faire un propos de caractère général. Soit les collègues interviendront tout de suite, soit on répondra directement à vos questions, comme vous le souhaitez. En tous les cas, le récit des semaines qui ont précédé les élections départementales et régionales ressemble, ce qui a servi de titre finalement au rapport, à une chronique d'un fiasco annoncé. Sans doute que vous vous rappelez que dès la fin du mois de mai, alors que les délais impartis aux candidats pour déposer leurs documents de propagande n'étaient pas encore expirés ou venaient de l'être, plusieurs incidents avaient déjà défrayé la chronique. Bulletins de vote et professions de foi retrouvés déposés en vrac dans les halls d'immeubles, bourrés au ras-bord dans une boîte aux lettres, jetés parfois à la poubelle, abandonnés directement dans la nature, voire même brûlés. Dans les jours et les semaines qui ont suivi, et jusqu'au premier tour, les témoignages d'habitants et d'élus faisant état de graves dysfonctionnements dans la distribution des plis de propagande, principalement dans les régions où celle-ci avait été confiée pour la distribution à la société Adrexo. Je précise bien pour la distribution, c'est important. La société Adrexo afflue auprès des préfectures et l'administration centrale du ministère de l'Intérieur. Le 16 juin, un de nos collègues, Pierre Louot, interpelle le gouvernement dans le cadre des questions d'actualité sur cette difficulté. Cela concerne aussi en particulier une élection législative partielle, mais les difficultés sont déjà constatées. Dès le lendemain du premier tour, la Commission des lois a décidé d'entendre le ministre de l'Intérieur afin de faire la lumière sur ce qui s'est passé, et évidemment vérifier si les mesures nécessaires seront prises entre les deux tours pour le bon déroulement de celui-ci. Ce que nous pouvons dire à ce stade, c'est que si le ministre reconnaît alors des dysfonctionnements, il a relativisé leur impact sur l'abstention massive constatée à ce premier tour. Les explications qui ont été données sur les défaillances constatées ont été de caractère général et parfois incomplètes. Malgré ce qu'il convient d'appeler un scandale et le contrôle redoublé de l'administration, la situation, loin de s'améliorer, s'aggrave entre les deux tours, notamment en ce qui concerne les élections régionales. Alors, premier point, un fiasco sans précédent. Au terme des travaux qui ont été menés, la mission d'information a constaté malheureusement que les chiffres et la variété des incidents dont il a été fait état dans les jours qui ont suivi le premier tour, comme le second d'ailleurs, ont été manifestement largement sous-estimés, à la fois par le ministre de l'Intérieur, mais aussi par les opérateurs chargés de la logistique électorale. Au premier tour, les chiffres avancés par la société Adrexo, 5% de non-distribution aux élections départementales et 7% aux élections régionales, doivent être confrontés aux remontées des préfectures qui, toutes, sans exception, font état de graves difficultés d'acheminement dans les zones couvertes par cette société. Les statistiques fournies par la Poste semblent plus plausibles, 9,5% de non-distribution aux deux catégories d'élections. Au total, selon un récent sondage qui a été réalisé par le Cevipof, dont d'ailleurs notre collègue Éric Kérouche, qui probablement nous rejoindra, nous a permis d'avoir connaissance, démontre qu'un quart, en tout cas estime qu'un quart des Français n'aurait reçu aucun document de propagande électorale avant ce premier tour. Un quart. Avec un écart très net, un écart très net entre les zones distribuées par Adrexo et les zones distribuées par la Poste. Nous sommes au premier tour. Au second tour, de l'aveu même des opérateurs, 27% des électeurs n'ont reçu aucune propagande pour les élections départementales et 40% pour les élections régionales. Cette proportion se montant même à plus de 90% dans plusieurs départements. Mais ces statistiques sont vraisemblablement sous-évaluées, comme ont témoigné les nombreuses discordances qui ont été relevées, à la fois par les élus et par les préfectures. Pour ce faire, la plateforme qui a été ouverte par le Sénat à notre demande
auprès des maires de France, plus de 3000 réponses sont toutes allées sur ce point convergent de constatation des difficultés dans cette proportion à peu près. J'ajoute qu'une assez nette corrélation a pu être établie entre la non-réception de la propagande électorale et la hausse de l'abstention entre les élections de 2015 et de 2021, sans que ce soit, il faut être précis, sans que cela soit le seul, évidemment, motif ou la seule raison de l'abstention. On constate une corrélation, certes, entre le fait que là où la propagande a été très mal distribuée ou pas distribuée, il y a une abstention plus forte, mais naturellement, le principe même de l'abstention n'est pas lié qu'à cela. Il y a bien d'autres raisons. D'ailleurs, s'il n'y avait que cette raison, ce serait assez facile de résoudre le problème. Donc, naturellement, ce n'est pas ça. La deuxième chose, on a constaté des défaillances en chaîne dont la responsabilité, me semble-t-il, est conjointe à la fois au ministère et à la fois aux prestataires. Nous avons cherché à mesurer précisément ces dysfonctionnements et en démêler les causes. Pour résumer, ces dysfonctionnements constatés tiennent à la fois à certains choix que l'on pense discutables, en tous les cas dans la manière de faire du ministère de l'Intérieur, et à l'incapacité de certains opérateurs privés d'offrir le niveau et la qualité de service auxquels ils s'étaient, et je précise, contractuellement engagés. La complexité de l'organisation des opérations de propagande électorale ainsi que la spécificité de la tenue d'une double élection simultanée n'ont manifestement pas été suffisamment pris en considération. Et tout particulièrement à la fois avant le premier tour, mais également au moment du deuxième tour. Et singulièrement, il y a un point particulier, mais on le révoquera peut-être tout à l'heure, c'est le fait qu'il y a eu pour les élections régionales peu de triangulaires et beaucoup de quadrangulaires. Et donc c'est un aspect qui n'avait pas été suffisamment anticipé. Le pouvait-il l'être, c'est une chose. En tous les cas, c'est un des éléments qui ont fait que ça a été difficile. En ce qui concerne la distribution des plis, des défaillances peuvent être constatées aussi bien au niveau de la passation des marchés de notre point de vue qu'au stade de son exécution. Je rappelle qu'il s'agit d'un accord cadre, il faut rappeler le contexte juridique, conclu par l'État en décembre 2020 et pour 4 années. 7 lots ont été attribués à la société Adrexo, correspondant évidemment à cette région, et 8 autres à la Poste, correspondant également à 8 régions. Au niveau de la passation de ces marchés, nous pensons que l'analyse n'a pas été suffisamment approfondie, l'analyse des offres, j'entends, suffisamment approfondie pour apprécier à sa juste valeur la capacité réelle de pouvoir remplir la mission qui consiste, qui paraît simple mais qui en réalité est complexe, qui consiste à distribuer dans toutes les boîtes de nos concitoyens un courrier adressé. Le point est important parce que distribuer en toute boîte un document publicitaire ou autre, à la limite, c'est assez facile à faire, mais un courrier adressé nécessite évidemment une compétence toute particulière. Nous avons examiné soigneusement toutes les pièces du marché et on avait observé quelques éléments qui nous ont surpris. Par exemple, la société Adrexo a déclaré que les services objets de l'accord cadre représentaient 87,5% de son chiffre d'affaires, mais la société ne réalisait en fait que 3,3% de son chiffre d'affaires grâce à la distribution de courriers. Qu'est-ce que cela veut dire? Le chiffre de 87,5% correspond à l'addition de la distribution de courriers et d'imprimés publicitaires non adressés. Donc, et là, il y a une question, c'est pourquoi le maître d'ouvrage n'est pas allé plus loin dans l'analyse de cette offre? Parce que la Poste qui répond, elle répond avec sa capacité à effectivement adresser du courrier adressé avec un chiffre d'affaires qui correspond à cela. Et là, en la circonstance, on a un cumul des deux activités qui constituent un chiffre d'affaires certes comparable ou équivalent à de l'autre concurrent, mais qui en revanche n'est pas constitué de la même manière, puisqu'il est très très majoritairement constitué par la distribution de documents publicitaires, le discours est simplifié, et très minoritairement, d'une partie de courrier adressé. Donc on s'interroge là-dessus, mais on verra ensuite dans le déroulement des opérations que ça a une vraie importance. De même, le poids accordé dans les critères de sélection aux moyens humains déployés par les candidats pour assurer la prestation ne représentait que 3,2% de la note globale. Le ministère est pourtant, à ce moment-là, enfin on pense en tous les cas qu'il est conscient de la qualité de l'œuvre d'Adrexo, puisque Adrexo répond clairement
et c'est dans le contrat, c'est net, et il n'y a pas de discussion possible, qu'il aura recours fortement à un système intérimaire. Et donc on sait au départ que la société Adrexo, dans son offre de services, aura recours massivement à des intérimaires, et on verra que ça a causé des difficultés importantes. Au stade de l'exécution du marché, eh bien évidemment, ça s'est montré, comment dire, extrêmement... ça s'est révélé au grand jour, ces failles, enfin ces difficultés, ces faiblesses, pardon, se sont révélées au grand jour, et on s'est retrouvé dans une situation que l'on a bien connue, ou en tous les cas que l'on a pu constater. Dans ces relations avec les routeurs, c'est important, les routeurs sont ceux, comme chacun sait, qui mettent sous pli l'ensemble des propagandes avant qu'elles soient distribuées. Eux, ils sont désignés par des marchés locaux, à l'échelle souvent régionale ou départementale. Et là, on a constaté que les relations entre ceux qui ont la charge de distribuer et les routeurs qui ont la charge de mettre sous pli ont été parfois compliquées, avec des modalités procédurales modifiées en cours de distribution, ce qui a pu désorganiser à un moment la totalité de la chaîne de production. Et pour le coup, là, les responsabilités semblent assez partagées sur ce point. Enfin, il faut admettre que l'encadrement du personnel était quasiment absent sur le terrain, présent au plan national, ce n'est pas contestable, mais absent sur le terrain, ce qui n'était pas le cas de la Poste, où les maires ou les préfets ont confirmé qu'ils avaient pu être en contact avec le représentant local de la Poste, départemental ou régional. Ça fonctionnait assez bien, ce qui n'était pas le cas pour l'autre attributaire du marché. Sur les conditions d'exécution du marché toujours, le ministère n'est pas non plus... Enfin, on a quelques observations et quelques reproches à faire. Il a par exemple modifié en pleine campagne ses instructions à la société Adrexo sur la distribution du courrier dans les immeubles d'habitation. L'exemple, et ça c'est vraiment le ministère qui prend cette initiative. Initialement, la société avait instruction de laisser les plis en tas dans les boîtes aux lettres en cas d'impossibilité d'identifier les boîtes aux lettres des destinataires. Et le 25 mai, la consigne change et il est demandé de rapporter ces plis au centre de distribution. Ce que je veux dire par là, c'est que l'ensemble de l'organisation de la chaîne a fait l'objet, en tous les cas, de variations importantes en cours d'exécution, ce qui a naturellement fait cumuler des difficultés. Ces difficultés ont été aggravées aussi au second tour par la défaillance de la partie amont de la chaîne de distribution, c'est-à-dire les routeurs, qui sont chargés, dans une majorité de départements, d'assurer la mise sous pli. Malgré les difficultés techniques imputables en partie aux conditions météo, il nous apparaît que la principale prestataire, qui a été la société Coba, titulaire du marché dans un tiers des départements, n'avait pas pris la mesure des efforts à accomplir pour honorer ses engagements. En plus, elle a dû faire face à des demandes nouvelles entre les deux tours de la part de la société Adrexo, qui lui a demandé de conditionner les documents différemment de ce qu'ils avaient prévu de faire, et ça a perturbé les choses, ce qui fait qu'en réalité, alors qu'ils devaient livrer les distributeurs le jeudi midi, sauf erreur de ma part, ça a été d'abord le jeudi soir, puis après le vendredi midi, puis après le vendredi soir, et parfois même le samedi matin. Donc, mettant parfois les distributeurs dans l'impossibilité de distribuer de façon très objective, hein, les choses sont assez claires. La difficulté météorologique, c'est quoi? Il y a deux choses. Il y a d'une part le volume qui a été très important, lié en particulier au quadrangulaire du deuxième tour, et donc la capacité pour les imprimeurs de produire dans une tension très très forte, et donc même de livrer pour respecter les délais, des propagandes électorales qui n'étaient pas sèches. Ça peut paraître très comment dire, anecdotique, mais c'est essentiel. Il faut bien que le document il soit parfaitement sec pour pouvoir passer dans les machines et être mis sous pli automatiquement. Sinon, ça occasionne évidemment des désordres dans la mécanique de la mise sous pli, et c'est les problèmes qu'ils ont eu effectivement. Ils ont dû faire face à ces problèmes. Donc cet ensemble-là, il montre à l'évidence que du début à la fin, se sont enchaînées des circonstances qui ont fait que ça ne pouvait pas, au bout du compte, fonctionner. Les deux points, mais je laisserai les collègues s'exprimer là-dessus, les deux points qui nous paraissent essentiels, il y a d'abord les conditions du marché public, non pas sur un aspect, sur l'analyse des critères, parce que sincèrement, sur le sujet,
sont probablement pas allés assez loin sur l'analyse des critères et des offres qui ont été, plutôt l'analyse des offres qui ont été faites, et donc l'appréhension des critères ou des propositions qui étaient faites par les soumissionnaires. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, il est incontestable que la Poste n'est pas exempte de tout, mais ça a plutôt fonctionné un peu mieux qu'Adrexo, disons les choses telles qu'elles sont. Mais la deuxième chose, c'est que la société Adrexo qui soumissionne et qui obtient le marché a recours à des intérimaires de façon massive, et la formation de ces intérimaires est absolument, j'allais dire, inefficace. On est d'une formation de quelques heures, vraiment. Alors même que la Poste, d'ailleurs, explique son système lorsqu'elle a recours, non pas à très peu d'intérimaires en réalité, c'est plutôt des compléments d'horaires de postiers qui travaillent à mi-temps ou à temps partiel, qui sont complétés en temps plein pour les circonstances, ou voire recours à d'anciens ou des gens qui ont travaillé pour eux, mais qui font une tournée avec un facteur pendant une semaine avant la distribution, et qui ensuite ont 3 jours de formation délivrés par la Poste pour être ensuite placés sur le terrain. Donc on a vraiment une différence très très forte. Et là, on s'est rendu compte que non, Adrexo n'était pas à la hauteur de la distribution. D'ailleurs, il faut le dire, sans exagérer, être plus lourd que ça, si vous me permettez cette expression, ils ont admis eux-mêmes ne pas avoir pris, ils l'ont dit ici, je parle sous le contrôle des collègues, ne pas avoir eu conscience de l'enjeu de cette distribution. Parce que nous sommes dans la distribution de propagande électorale, par définition, c'est l'information de tous nos concitoyens sur les candidats qui postulent à des responsabilités, et c'est l'aboutissement, le vote, du système démocratique le plus absolu. Enfin, c'est l'aboutissement le plus absolu du système démocratique. Donc l'information qui doit arriver, on doit avoir conscience que quand on prend cette responsabilité-là, on est porteur d'un système et d'une valeur démocratique qui est la nôtre. Et là, manifestement, ils l'ont reconnu même ne pas avoir été à la hauteur du match. Bon. Je peux m'arrêter là pour l'instant. Je pense que les collègues peuvent dire des choses. Il y a quelques points sur... On peut répondre à vos questions. Il y a des propositions qui sont faites. On va les évoquer aussi. Mais il y a aussi, je le crois, des questions qui relèvent à la fois... Je pense qu'il y a 2 séries de problèmes. Il y a 2 questions. Il y a qu'est-ce qui s'est passé pendant cette période et où sont les faiblesses. Et il y a ensuite il y a des choses très précises, et puis il y a aussi des vraies questions objectives sur sommes-nous capables d'organiser des élections, 2 élections le même jour, dans un délai aussi court, notamment entre 2 tours. C'est une vraie question qui se pose. Voilà, je ne sais pas si quelqu'un veut compléter. Monsieur Bellaroche. Très très rapidement, parce que notre président a pratiquement tout dit. Je voulais juste insister d'abord sur un point de détail, mais qui n'est pas, me semble-t-il, dénué d'intérêt. On a parlé donc du nombre d'intérimaires qui étaient utilisés par Adrexo. Je voulais juste préciser quand même un élément qui me paraît important, c'est que Adrexo nous a eux-mêmes signalé à quel point chaque jour, le nombre d'intérimaires engagés qui décidaient le jour même d'arrêter leur mission était important. C'est-à-dire qu'il faut savoir que parmi les intérimaires qui travaillaient, un grand nombre d'entre eux s'arrêtent dans leurs tâches au milieu de leurs fonctions alors qu'ils sont en train de distribuer ces documents. Alors, ce n'est pas rare dans leur système de diffusion, mais ça a été particulièrement important et particulièrement objet donc, de conséquences dans ce qui nous intéresse. Et le deuxième point aussi dans l'organisation, on l'a bien compris, il y a une chaîne totale d'organisation qui démarre donc à la composition des documents, en passant par leur impression, leur mise sous pli et ensuite leur distribution, qui fait que le moindre retard ou la moindre incidence au niveau N-1 de la chaîne induit impérativement des conséquences importantes et qu'en particulier, ça a également été dit, quand on décide de décaler de 24 heures, par exemple, la possibilité de déclarer, de donner des documents à un imprimeur ou de les présenter à un imprimeur, et qu'ensuite l'imprimeur lui-même a des difficultés à rendre ces documents dans les temps impartis parce que les conditions atmosphériques font que les documents sèchent moins vite, et qu'ensuite, donc, on retarde la date à laquelle les routeurs doivent les remettre eux-mêmes aux distributeurs, tout ça aboutit forcément sur des résultats catastrophiques
qui sont, et là il faut se poser la question, et je terminerai mon intervention là-dessus, était-il raisonnable, c'est la question que nous sommes posés, que dans ce cadre très particulier qui est celui de 2 élections simultanées, avec un espace d'une semaine entre les 2 tours qui n'a pas été modifié alors que ça avait été un sujet qui avait été évoqué, était-il raisonnable en même temps de dire on va faire dans ces conditions particulières une ouverture entre guillemets de la concurrence de la distribution des courriers en faisant intervenir un deuxième opérateur dont on a vu, ça a été expliqué, qu'on ne s'est pas entouré des garanties nécessaires pour savoir s'il allait pouvoir remplir convenablement sa tâche. Même dans des conditions normales, ça apparaissait compliqué, mais alors dans ces conditions-là, était-ce le moment ? Vous les relire pour le plaisir de vous les relire, mais en revanche, on peut peut-être sur la base de ces propositions ou d'autres répondre à vos questions. C'est pour éviter qu'on soit trop long, ça fait déjà 24 minutes que nous parlons. Je ne dis pas qu'on n'est pas intéressant. Allez-y. Appuyez sur le micro, il y a un bouton rouge. Vous m'entendez ? Le plus large. Très bien. Bonjour à tous, Antoine Etcheto, je travaille pour le média en ligne Blast. Nous avons enquêté du coup sur le fiasco Adrexo et ses implications. En vous écoutant, j'ai bien compris que vous étiez dans l'optique de comment éviter que ça se reproduise. Mais néanmoins, est-ce qu'il n'y a pas aussi, il faut aussi regarder sur ce qui s'est passé, tirer des conclusions sur les responsabilités. En clair, est-ce qu'il faut passer l'éponge ? Je pense notamment à la responsabilité du ministère de l'Intérieur en ce fiasco, et au fait que, d'après nos informations, ici même devant vous, Gérald Darmanin n'a pas dit toute la vérité, ou en tout cas, ces éléments de langage se rapprochaient plus de la désinformation que de l'exposition des faits. Et donc, ma question, c'est... je pense notamment au fait qu'il était obligé, il a expliqué qu'il était obligé de recourir à Adrexo, puisqu'elle avait été certifiée par l'ARCEP, affirmation qui a été démentie par la présidente un petit peu plus tard, le fait qu'il ait évoqué une cyberattaque qui date. Voilà. Et donc, un certain nombre d'affirmations du ministre de l'Intérieur. Et donc, je voulais savoir si, d'après vous, il fallait qu'il y ait une conséquence de cette affaire pour Gérald Darmanin. En clair, est-ce que la démission du ministre de l'Intérieur peut être posée suite au fiasco électoral ? Merci. Ça, c'était la chronique d'une question annoncée. On va être. Il y a d'autres questions sur le même type. Moi, je vais vous répondre de la façon dont la commission a travaillé. Le rôle de la commission d'enquête, c'est d'établir ce qui s'est passé, de comprendre ce qui s'est passé, d'être capable d'ouvrir des pistes ou de faire des propositions pour que ça ne se repasse pas, naturellement. Mais nous n'avons pas le rôle de dire un tel ou un tel doit démissionner, doit faire autre chose. Non, en revanche, ce que nous avons le devoir de dire, c'est qu'à chaque moment où on a constaté un dysfonctionnement, regardez pourquoi il y a eu ce dysfonctionnement, le dire, et il appartiendra à ceux qui ont la charge et la responsabilité d'en tirer les conclusions, d'améliorer le système et d'en tirer les conclusions. Mais on ne demande rien, si vous voulez, on n'est pas dans une logique qui consiste à avoir une sorte de tribunal politique. Ce n'est pas le rôle de la commission d'enquête. Chacun est libre, naturellement, de faire ce qu'il a envie de dire, mais à ce stade, pour la commission d'enquête, ça n'est pas notre rôle. Madame Cuccarman. Non, mais peut-être sur cet enjeu-là, d'abord, effectivement, comme le président l'a rappelé, je crois que le premier rôle est d'établir à tous les échelons du maillon de la chaîne les responsabilités. Il n'y a pas eu de volonté manifeste du ministre de l'Intérieur de s'aborder les élections départementales et régionales. Donc ensuite, qu'il y ait eu effectivement des défaillances, mais à tous les niveaux, et avant le premier tour comme avant le deuxième tour. Ça, c'est aujourd'hui une réalité. Maintenant, la question, c'est comment est-ce que justement on tire les enseignements pour préparer la suite.
s'il n'y avait aucun enseignement qui serait tiré de cet épisode-là pour préparer la suite, là, ça deviendrait autre chose et certainement un autre souci. Mais on voit bien comment, de toutes les façons, mais la société Adrexo l'a redit également, tout le monde s'interroge aujourd'hui, effectivement, sur est-ce qu'ils doivent continuer, en tout cas avec le même volume, dans le même nombre, d'être les opérateurs pour les élections à venir, parce que ce dont on se rend compte, et peut-être cela a-t-il été sous-évalué volontairement ou involontairement, c'est que bien évidemment on est sur plusieurs millions d'opérations à faire dans des temps très restreints, et le premier caillou dans toutes ces opérations entraîne des dysfonctionnements de plus en plus importants au fur et à mesure de l'avancement. Et effectivement, ça a été rappelé, mais je crois que le nombre d'intérimaires, et la question n'est pas de remettre en cause même la qualité du travail d'un intérimaire, mais on n'apprend pas une tournée un matin en se réveillant et effectivement distribuer n'importe quel même militant politique, associatif le sait, distribuer un tract dans toutes les boîtes aux lettres, ce n'est pas la même chose que de sélectionner un type de boîte aux lettres et un nombre de plis qui doivent y être remis. Et je crois que c'est là effectivement un réel souci qui en tout cas interroge, parce que leur modèle économique fait que de toutes les façons, dans un an, ils n'auront pas plus de personnel en interne pour satisfaire à cette demande-là. Et donc cette problématique du recours à l'intérim, elle restera. Et donc celui de la formation et de la capacité à réagir. Donc effectivement, très certainement besoin de revoir si on veut que ce soit bien fait, puisque la distribution de la propagande, c'est deux choses. Informer de la tenue des élections et mettre à égalité tous les candidats qui le désirent et qui ont la possibilité de mettre à disposition leur propagande et la profession de foi et le bulletin de vote. Vous pouvez vous référer à la page 11 du rapport, vous l'avez sous les yeux, j'imagine. Enfin, j'en suis sûr, parce qu'on vous l'a donné. Sur cette page 11, c'est les déclarations des différents responsables et l'analyse de ces déclarations. La question de l'ARCEP. La présidente de l'ARCEP qui était à cette place, et l'ARCEP a rappelé que l'ARCEP avait pour mission de délivrer à une société un certificat de capacité postale. Très bien. Elle l'a fait pour Adrexo, elle l'a rappelé de mémoire 2014 ou 2016. En revanche, elle n'a pas vocation ni à contrôler ensuite l'activité des entreprises dans la mission de distribution du courrier, et que elle n'a pas vocation non plus, ce n'est pas son rôle, d'attribuer ou d'avoir un avis sur l'attribution des marchés publics. Ce qui m'amène au deuxième point. Le marché qui est lancé, c'est un marché qui est ouvert à la concurrence, bien évidemment, qui fait suite à une directive européenne, pas de difficulté là-dessus. Il y a 2 lots qui sont proposés par le maître d'ouvrage, c'est-à-dire par le ministère. Il n'y a pas d'obligation d'attribuer ces lots à des entreprises différentes. Ça pourrait très bien être Adrexo qui a eu l'ensemble du marché, comme ça peut être parfaitement La Poste qui a l'ensemble du marché, ou 2 tiers. Enfin, ça, c'est très clair. Donc, la liberté de choix d'attribuer le marché appartient au maître d'ouvrage, en la circonstance, au ministère de l'Intérieur. Ça, il n'y a aucun doute là-dessus. Sur ces 2 points, on a expliqué les choses très clairement, et on a dit effectivement que la déclaration qui avait été faite par le ministre en audition le lundi, je tiens à préciser qu'à ce moment-là, au moment de cette audition, la commission d'enquête n'était pas encore constituée, donc il n'avait pas eu besoin de prêter serment. Je vous le dis, c'est important, il faut dire les choses telles qu'elles sont comme ça. Il y avait le temps de la procédure, en même temps de l'élection qui allait vite, et l'audition était rapide. Voilà, mais on a constaté ça c'est clair. Monsieur Le Rudulier, peut-être, non, je crois que vous disiez que non, voilà, c'est parfait. Allons-y. Bonjour, Thierry Dupont pour Contexte. Je regardais dans vos recommandations, dans vos propositions, il y a un subtil équilibre sur la dématérialisation. C'est-à-dire que vous dites, vous excluez toute dématérialisation totale, mais en même temps, vous encouragez les gens à dire, moi, je veux avoir par voie numérique et non plus par voie postale. C'est bien l'équilibre sur lequel vous dites ça. Pourquoi on dit ça? Madame Kuckerman, vous le direz mieux que moi, parce qu'elle l'a souvent soulevé. L'analyse qui a été faite, la consultation des maires, 3086 maires, je parle de tête, ont répondu sur la plateforme du Sénat.
dans très très grande majorité, ce qui ressort au-delà des difficultés, c'est l'attachement de nos concitoyens à recevoir la propagande électorale au moment des élections. Et l'attachement à la propagande papier. La possibilité, parce que d'abord tout le monde n'est pas sur Internet, tout le monde n'est pas numérisé, et c'est d'ailleurs indifférent au niveau des générations. On n'a pas fait cette analyse-là, mais on sent bien que c'est assez indifférent. Mais l'idée d'avoir dans sa boîte aux lettres l'ensemble des propagandes électorales, de pouvoir les lire, il y a une forme il y a une attente, il y a un usage, il y a une tradition, il y a une habitude qui est peut-être devenue une tradition, et les gens sont très attachés à cela. Donc, on considère qu'il faut continuer la distribution de la propagande électorale. Mais on comprend aussi qu'on vit dans notre monde et que pour un certain nombre de personnes, ils peuvent très bien accepter de les recevoir par voie numérisée. Et donc on dit, si c'est possible, OK, faisons-le. Simplement, veillons à ce qui se signale pour éviter des distributions en doublon, des choses très pratiques en réalité. Donc oui à la possibilité de demander la réception de ces propagandes de façon numérisée, mais en tous les cas, si ce n'est pas le cas, on distribue, et on distribue en toute boîte. Pardon, j'avais une deuxième question qui concernait votre dernière proposition sur la recommandation sur le porter à 2 semaines le délai de l'entre-deux tours lorsqu'il y a concomitance des élections régionales. Est-ce que vous ne pensez pas que, d'abord, ça nécessite une modification de la loi, j'imagine, oui. Et deuxièmement, vous ne pensez pas que ça risque de perturber, déjà les gens ne savent pas très bien quand on vote et sur quel rythme, est-ce que de changer sans arrêt, est-ce qu'il faut tout aligner, par exemple sur l'élection présidentielle, qui a déjà un délai de 2 semaines entre le premier et le deuxième tour? Quelle est votre position là-dessus? La position de la Commission est de dire la chose suivante. Au regard des difficultés constatées, vous avez compris qu'elles étaient multiples, avoir 2 élections le même jour n'est pas impossible, puisque la loi l'a prévu. Mais dans ce cas-là, maintenir un délai de 8 jours entre le premier et le deuxième tour est très compliqué pour avoir une distribution efficace de la propagande électorale. Alors on parle de la propagande, mais le lundi soir, il faut que les déclarations de candidature pour les départementales étaient de mémoire le lundi soir, décalées pour les régionales au mardi soir. Il faut ensuite faire imprimer ces documents. Donc on est dans une tension qui est très très importante. Alors on se dit dans ces cas-là, si c'était maintenu sous cette forme-là, il faudrait peut-être imaginer avoir 15 jours d'écart. Ce n'est pas un usage absolu, ce n'est pas une envie passionnante de cela. Mais si on reste sur les 2 élections en même temps, il faut se poser la question de passer à 15 jours. En revanche, si on dit, on est très habitué, en dehors de l'élection présidentielle, au délai de 8 jours, qui permet d'avoir une unité de temps, en réalité, et de ne pas modifier, j'allais dire, l'ambiance ou les circonstances de l'élection. À ce moment-là, il faut repenser l'idée d'avoir ces 2 élections en même temps. C'est un peu l'alternative, et il faut travailler là-dessus. Il n'y a pas de solution immédiate. Il y a des conséquences qui ne sont pas neutres sur le plan législatif, au-delà du fait de dire on met les 2 élections en même temps ou pas, mais passer à 15 jours, ça a d'autres conséquences derrière, assez lourdes, donc il faudrait légiférer. On pose plutôt le problème qu'on y apporte de solution. Mais le constat, c'est quand même que si on maintient ces 2 élections en même temps, 8 jours, ça paraît vraisemblablement beaucoup trop court, nonobstant les améliorations possibles du système. Alors, il faut voir, c'est de l'horlogerie, j'allais presque dire suisse, et il faut s'assurer que tout ça fonctionne parfaitement. On n'est jamais à l'abri d'une difficulté. La première des difficultés, le gouvernement dit aux candidats, veillez, pensez bien à vous organiser parce qu'il y aura des possibilités de triangulaire. Et les candidats, La Poste comme Adrexo, intègrent l'idée qu'il peut y avoir des triangulaires et dans leur offre, ils en tiennent compte. Sauf qu'en la circonstance, il y a eu beaucoup de quadrangulaires. Et les quadrangulaires, nécessairement, c'est plus de papier, plus d'impression, plus de routage. Et ça a contribué aussi aux difficultés rencontrées. Oui. Si je peux me permettre un rebond sur ce qu'on a dit. Évidemment, la question tourne autour de ce choix de répartir les lots entre 2 sociétés. Sauf que, d'après nos informations, Gérald Darmanin était au courant que Adrexo n'était pas en très bonne santé financière,
recourait à beaucoup d'intérimaires et, tout simplement pour le dire plus vite, n'avait pas les épaules. Je m'explique, puisqu'Adrexo était sous perfusion et surveillé par un organisme, le CIRI, depuis 2019, si je ne me trompe pas, c'est-à-dire au moment où Gérald Darmanin était ministre du Budget. Et donc la question, c'est bien que ce choix, qui est discutable, d'autant plus quand on sait ce qui s'est passé, a été fait visiblement alors qu'il avait de bonnes informations pour savoir que c'était une mauvaise idée de confier à Adrexo, c'est pour ça que je ne vais pas prononcer le mot sabotage, mais en tout cas, visiblement, ce choix malheureux, avec le recul, a été fait d'autant plus malheureux puisqu'il avait de bonnes informations, puisque c'est l'homme le mieux informé de France, pour savoir que Adrexo n'était pas l'entreprise de la situation. Donc, et sur le parjure, évidemment, j'ai bien compris qu'il n'avait pas prêté serment, mais par exemple, là, je suis en train de vous parler, monsieur le sénateur, je n'ai pas prêté serment, mais il ne me viendrait pas à l'idée de dire des contre-vérités ou des faits erronés. Bien sûr. Sur le plan économique, dans le rapport, vous verrez que nous avons décrit toute cette période. C'est-à-dire que nous avons une analyse sur la situation économique ou financière de la société Adrexo. Elle est, à partir de 2019, dans une situation délicate. Elle lance une procédure de recapitalisation. Elle a recours au CIRI, qui est là pour ça. Il y a un accord qui est trouvé avec le CIRI. Cet accord est entériné par le tribunal de commerce de Marseille dans le courant du mois de février 2020, sauf erreur de ma part. Je ne sais pas si c'est pas le 18. Le 25. Bon, le 25 février 2020. L'audience a lieu, l'accord est validé, et ensuite elle participe à l'appel d'offres qui est ouvert, qui est lancé à partir du mois de juin et attribué au mois de décembre. Et là, on a décrit toute la procédure. Personne ne peut ignorer la situation, je pense, hein, enfin ça nous paraît clair, personne ne peut ignorer la situation de la société en question. Ça, il n'y a aucun doute là-dessus. Mais au-delà de ça, personne ne peut ignorer non plus le fait qu'elle a un recours aux intérimaires qui est massif pour remplir la mission. Donc, nous, on n'a pas été plus loin en ce sens qu'on n'a pas suffisamment l'information, c'est peut-être même pas notre rôle de l'avoir en demeurant de un tel est-il au courant ou pas au courant. Ce qu'on constate, c'est que c'était de toute façon de caractère public au sens administratif du terme, puisque personne ne pouvait ignorer cette situation-là. Et que manifestement, on est dans le sujet de l'analyse des critères. C'est ça qui nous interroge. Moins peut-être sur la recapitalisation, d'une certaine manière, que sur le recours massif à l'intérim par rapport à la mission à engager, à servir. Il y a un autre point, je ne sais pas si vous avez d'autres questions, mais il y avait enfin, ce qu'on essaye, pour résumer, puis après on lèvera la réunion, mais pour résumer, il y a vraiment deux phases, enfin pour l'avenir en tous les cas. Ce qu'il faut vraiment regarder pour l'avenir, c'est la proposition. Le constat, je pense qu'il est indiscutable. Il a été fait de façon très transparente, on a interrogé tout le monde. La Poste est même venue dire, quasiment à votre place, devant vous, dire qu'elle était prête à reprendre l'ensemble. Adrexo, qui était à votre place, je ne sais plus, dans une autre salle, a dit nous, on n'est pas sûr de continuer. Je crois qu'il y a le constat, il est indiscutable. L'enjeu maintenant, c'est la suite. Parce qu'on a deux élections là, en 2021, en 2022. Il y a l'élection présidentielle et l'élection législative. Naturellement que chacun veut que les choses se passent bien et que tout ça fonctionne. Donc il y a deux aspects. Il y a un aspect, il faut que le ministère de l'Intérieur, je pense, le ministère de l'Intérieur aille plus loin dans l'analyse de la situation, en tire les conséquences naturellement, mais surtout revoit assez vite la manière dont il va organiser la distribution de la propagande. Et ça, il ne faut pas attendre janvier, il ne faut pas attendre avant, il faut le faire dès septembre, parce qu'il y a un sujet qu'on n'a pas évoqué ce matin, qui est le sujet du reporting, qui est le sujet de recoller les listes électorales et les adresses détenues par les opérateurs pour que la distribution soit optimale. Et ce n'est pas un travail qui se fait en 2 mois ou en 3 mois, c'est un travail qui s'anticipe. Donc, ce que l'on doit espérer, c'est le fait que
très rapidement maintenant, le ministère prenne ses responsabilités, en particulier par rapport au marché qui a été attribué. Il y a des conséquences juridiques sur la rupture des contrats, ce n'est pas notre rôle de le faire, mais on le sait, et qui prennent très très vite la décision qui permette d'organiser et de structurer de façon optimale la distribution de la propagande au moment de l'élection présidentielle et législative. On peut vous dire. Oui, Monsieur le Président, juste pour approfondir votre propos, la concomitance des deux élections, effectivement, a aggravé les dysfonctionnements, mais ce n'est pas la seule cause. Il ne faudrait pas sortir de la salle en disant mais c'est parce qu'il y a eu concomitance des élections départementales et régionales qu'on est arrivé à ce fiasco. Ça a été un accélérateur de dysfonctionnement, notamment entre le premier et le second tour, mais ce n'est pas l'unique cause. Et effectivement, quand vous regardez le marché tel qu'il a été monté, vous vous interrogez, ça a été dit, sur ce critère des moyens mis à disposition, des moyens opérationnels pour distribuer. 3,2% de la note. Et ce critère est quand même essentiel, on l'a vu. Avec le volet formation, ça a été évoqué également. Et la deuxième chose, on peut se demander pourquoi se priver de l'opérateur historique qui présente un maillage territorial important, qui permet une communication avec les institutions, avec l'État, les préfets, les maires, chose qu'Adrexo n'était pas en mesure de faire, parce que comme l'a dit le Président, on était à 3,2% de son activité par rapport à cette mission de distribution adressée. Et ça a été dit et redit, c'est une distribution adressée. Et on a l'impression, en auditionnant les différents acteurs, que Adrexo a sous-estimé clairement sa mission, qui est une mission de service public avant tout. Et la question de fond qu'il faut également se poser, puisque dans une démocratie qui fonctionne bien, il faut des services publics qui fonctionnent, mais également que la propagande électorale soit la plus efficiente, et notamment en termes de distribution, puisque c'est l'information, in fine, surtout en période de gestion de crise sanitaire. Je vous le rappelle, les candidats n'ont pas pu faire, ou très peu, de rencontres sur le terrain, de réunions publiques. Donc, un des seuls moyens d'informer la population était cette propagande officielle. Ce qui a peut-être renforcé aussi l'abstention également, eu égard à cette situation inédite. Et la question centrale, c'est est-ce que, on parle de libéralisation de la distribution du courrier, est-ce qu'une propagande officielle est une distribution classique de courrier? Non, c'est un vecteur essentiel pour la vitalité de notre démocratie. Et là, il y a des questions à se poser par rapport à ce sujet-là. Ah, alors, une question de quelqu'un qui est en ligne. Allons-y. Monsieur Thomas Beuret, semble-t-il. Est-ce que vous nous entendez? Oui, j'entends très bien. Parfait. Merci, Monsieur le Président. Oui, j'aimerais avoir votre réponse à cette question. Si l'on met en œuvre vos préconisations, le risque n'est-il pas que la Poste soit la seule entreprise à pouvoir répondre à l'appel d'offres et aux exigences qu'il pose? Et cela ne permettrait pas donc d'être en situation de concurrence. Je crois qu'on ne répondrait pas à vos souhaits. Et ma deuxième question est la suivante. Est-ce que dans le temps qu'il nous reste d'ici l'élection présidentielle d'avril 2022, est-ce que vous pensez que nous avons suffisamment de temps pour faire voter un certain nombre de modifications législatives pour aller dans le sens que vous souhaitez? Alors, il y a deux choses. Sur la première question que vous posez, nous répondons qu'il faut maintenir le principe de l'appel à concurrence. On respecte la directive européenne. À défaut, il faut changer la directive européenne. Inutile de vous dire qu'on n'a pas le temps de le faire et que c'est très long. Donc, on est bien dans ce système-là. Je redis que rien n'empêche
à n'importe quelle entreprise de pouvoir répondre, la Poste y compris, que rien n'empêche que la Poste puisse effectivement être attributaire de l'ensemble des lots, comme d'une partie, que ce qui est essentiel en revanche, c'est l'analyse précise, approfondie de la capacité de l'entreprise qui soumissionne à pouvoir remplir la mission particulière d'adresser dans chaque boîte de chaque Français, effectivement, la propagande électorale. À ce stade, on peut penser que seule la Poste est capable de le faire, mais on n'est pas certain. Ce n'est pas une certitude absolue. Il peut très bien y avoir d'autres entreprises qui sont en capacité de le faire, quand bien même faut-il qu'elles répondent. Il n'y a pas de sujet là-dessus. Je dois dire que sur le deuxième point, il n'y a pas besoin de modifications législatives pour les prochaines élections, puisque l'élection présidentielle, les choses sont très claires, il y a 15 jours d'écart, c'est historique. Et pour les élections législatives, le système, il n'y a d'abord qu'une seule élection. Il n'y a pas de concomitance avec une autre élection nationale, ou locale d'ailleurs. Et de ce fait, il n'y aura pas de difficulté, il n'y a pas besoin pour le 2022 de modifier la loi en ce qui concerne en tous les cas le délai entre les deux tours. Merci. Oui. Y a-t-il d'autres journalistes qui sont en ligne qui souhaiteraient intervenir? Il n'y en a pas. Bon. Écoutez, peut-être qu'il nous reste à vous souhaiter une bonne journée. Oui, monsieur, encore une, allons-y. Excusez-moi, j'avais plein de questions. J'avais une dernière question. Votre première recommandation, c'est d'envisager la résiliation de l'accord cadre dès cette année avec Adrexo. Adrexo, on parle d'un dédommagement, je crois, le 35 millions d'euros, le chiffre a été évoqué. Est-ce que ça vous paraît acceptable, compte tenu des manquements de cette société, que l'État se retrouve à l'indemniser pour la résiliation d'un contrat qu'elle ne peut pas honorer? Nous, alors, je ne vais pas vous faire une réponse de Normand, enfin, je pourrais, en vous disant ça ne nous regarde pas, c'est au ministère, parce que la réalité, c'est au ministère de renégocier cette affaire-là, et avec la société Adrexo, s'il décidait de rompre, ou de remettre en cause plutôt le marché, les clauses, j'imagine bien que les avocats respectifs discuteront entre eux pour déterminer exactement les conséquences financières de cette affaire-là. Nous, on n'y est pas, évidemment, intellectuellement, on peut se dire, moralement, quand même, faut faire attention à ce qu'on fait. Il y a quand même mais gageons que les conseils des deux permettront de mettre en évidence, y compris peut-être même ce rapport qui met en évidence un certain nombre de choses, pour pouvoir négocier au mieux des intérêts du ministère. Je l'espère, j'en suis quasiment sûr, mais naturellement, je l'espère. Donc nous, on n'a pas grand-chose à dire là-dessus. On sortirait de notre rôle, mais je pense qu'il y a matière en tous les cas à pouvoir défendre les intérêts de l'État sur la base de ce rapport et de la situation. Je pense qu'il n'y a pas de doute.